Bienvenue dans l'antre des vérités cachées. Ici, sur Versus Whisperer, nous ne racontons pas des histoires. Nous les arrachons aux ténèbres. Ce soir, prépare-toi à plonger dans les abysses les plus sombres de l'esprit humain. Trahisons absolues, vengeances glaciales, secrets qui pourrissent les familles de l'intérieur, manipulations qui brisent des vies entières, et parfois, des retournements si cruels qu'ils te feront douter de tout ce que tu croyais savoir sur l'être humain. 10 chapitres. 10 lames. 10 descentes sans retour. Si tu as le courage, reste jusqu'au bout. Mais attention, certaines vérités, une fois entendues, ne te quittent plus jamais. Alors, allume, baisse les lumières, mets tes écouteurs, et viens découvrir ce que les gens sont vraiment capables de faire quand personne ne regarde. Si cette ambiance te glace déjà le sang, like cette vidéo maintenant, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater la prochaine lame qui tombera. On commence. Tout de suite. Chapitre 1. La femme qui n'a jamais existé. Il était une fois, une femme qui n'a jamais vraiment existé. Du moins, c'est ce que tout le monde a fini par croire. Elle s'appelait, ou plutôt on l'appelait, Camille Lemaître. Sur les réseaux, sur les papiers officiels, sur les photos de famille jaunies, elle était là. Sourire discret, cheveux châtains coupés au carré, regard qui semblait toujours un peu trop doux pour être honnête. La femme parfaite du quartier chic de Neuilly-sur-Seine. L'épouse modèle de Marc Lemaître, brillant chirurgien esthétique de 48 ans. La mère exemplaire de 2 enfants impeccables, Louise, 16 ans, future étudiante à Sciences Po, et Théo, 13 ans, petit prodige du tennis. La belle-fille adorée des parents de Marc, qui la présentait toujours comme « notre rayon de soleil ». L'amie sur qui tout le monde comptait pour organiser les dîners, les anniversaires, les vacances de groupe. Et pourtant, personne ne l'avait vraiment connue. Personne ne se souvenait du son exact de son rire quand elle était seule. Personne ne savait ce qu'elle faisait quand Marc était au bloc opératoire jusqu'à 2 heures du matin. Personne n'avait jamais vu ses larmes parce qu'elle ne pleurait jamais devant les autres. Personne n'avait jamais entendu sa vraie voix quand elle parlait toute seule dans la grande maison vide. Camille était une performance. Une performance si parfaite, si longue, si minutieusement entretenue, qu'elle avait fini par tromper le monde entier. Y compris elle-même, par moments. Mais tout a commencé à craqueler le 12 octobre 2023. Ce jour-là, Marc rentre plus tôt que prévu d'un congrès à Genève. Il est 16h47. Il veut faire une surprise. Il s'imagine déjà la trouver en train de lire dans le salon, ou peut-être en train de préparer un thé avec cette grâce un peu théâtrale qu'il aime tant. Il ouvre la porte doucement. Silence. Pas de musique douce. Pas d'odeur de gâteau. Pas de « chérie tu rentres tôt ». Juste, le silence. Il appelle. Camille. Rien. Il monte à l'étage. La chambre est impeccable. Trop. Comme une chambre témoin. Les draps sont repassés, les coussins parfaitement alignés. On dirait une photo d'hôtel 5 étoiles. Il ouvre le dressing. Et là, il comprend que quelque chose ne va pas. Le côté de Camille est vide. Complètement vide. Pas un pull. Pas une robe. Pas une paire de chaussures. Même les cintres sont partis. Comme si elle n'avait jamais possédé le moindre vêtement. Marc sent son cœur cogner dans sa gorge. Il descend en courant au sous-sol, ouvre le coffre-fort familial. Les bijoux sont là. Les passeports sont là, sauf un. Le sien à elle. Disparu. Et dans le coffre, soigneusement posé sur les liasses d'euros de secours, une simple enveloppe blanche. Aucun nom dessus. À l'intérieur, une seule phrase écrite à l'encre noire, d'une écriture qu'il reconnaît parfaitement. Tu as toujours aimé les femmes parfaites. Maintenant tu peux en inventer une nouvelle. Marc reste figé 17 minutes devant cette phrase. Puis il appelle la police. Les enquêteurs arrivent rapidement. Ils fouillent. Ils interrogent les enfants, les voisins, les parents de Marc, les amis de Camille, celles du club de yoga, du book club, de l'association caritative. Et plus ils creusent, plus ils réalisent l'effroyable vérité. Camille Lemaître n'a aucun passé avant 2009. Aucune trace scolaire. Aucun bulletin. Aucun diplôme. Aucun ancien employeur. Aucun compte bancaire avant cette année-là. Aucune adresse antérieure. Aucun certificat de naissance à son nom dans les registres français. Elle apparaît littéralement en 2009, à 31 ans, comme si elle venait d'être livrée dans un carton avec mode d'emploi. Marc se souvient très bien de leur rencontre, un gala de charité pour les enfants malades. Elle était magnifique. Discrète.
Intelligente. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser au milligramme. Il était tombé amoureux en moins de 3 semaines. Mariage 8 mois plus tard. Et depuis, tout avait semblé parfait. Jusqu'à aujourd'hui. Les jours suivants sont un cauchemar médiatique. Les journaux titrent. L'épouse fantôme de Neuilly. Qui était vraiment Camille Lemaître? La femme qui a disparu sans jamais avoir existé. Les enfants pleurent sans comprendre. Louise hurle que c'est forcément une erreur, que maman va revenir. Théo ne parle plus du tout. Marc, lui, passe ses nuits à relire tous les messages, toutes les photos, tous les souvenirs. Et petit à petit, il commence à voir les détails qu'il avait toujours ignorés. Comment Camille changeait toujours de sujet quand on lui demandait son enfance. Comment elle refusait systématiquement de retourner dans sa ville natale, une petite bourgade en Bretagne qu'elle mentionnait vaguement. Comment elle n'avait jamais, invité quelqu'un de son passé à la maison. Pas une amie d'enfance. Pas un cousin. Pas même une ancienne collègue. Rien. Et puis, un soir, alors que Marc est seul dans le salon, complètement ivre, il reçoit un appel masqué. Il décroche. Une voix de femme, calme, posée, légèrement rauque. Une voix qu'il reconnaît instantanément. Tu dors bien, Marc. Silence. Tu devrais. Tu as enfin la maison pour toi tout seul. Il hurle. Où es-tu? Pourquoi tu fais ça? Elle rit doucement. Un rire triste, presque tendre. Parce que pendant 16 ans, j'ai été exactement ce que tu voulais que je sois. La femme idéale. La mère idéale. La bru idéale. Et toi, tu n'as jamais posé la seule question qui comptait vraiment. Marc, la voix brisée. Quelle question? Nouveau silence. Puis elle répond, très lentement. Qui j'étais, avant de devenir Camille. Et elle raccroche. La ligne est morte. Marc jette son téléphone contre le mur. Il ne la reverra jamais. Mais elle le regarde encore. Parce que Camille, ou quel que soit son vrai nom, n'est pas partie très loin. Elle vit à 6 kilomètres de là. Dans un petit appartement anonyme du 17e arrondissement. Elle a repris son ancienne identité. Celle qu'elle avait soigneusement effacée en 2009. Et chaque soir, elle ouvre son ordinateur. Elle regarde les articles sur « L'épouse fantôme ». Elle lit les commentaires. Elle voit Marc en interview, les yeux creusés, répétant « Je l'aimais vraiment ». Et elle sourit, un sourire minuscule, presque imperceptible. Parce qu'elle sait. Elle sait que l'amour qu'il pleure n'a jamais existé pour elle. C'était juste le costume qu'elle portait. Le costume qu'il avait commandé sur mesure. Et maintenant, le mannequin est parti. Avec le costume. Et avec la facture impayée. Fin du chapitre 1. Musique qui monte lentement, puis s'arrête net sur une note grave. Si cette histoire t'a déjà retourné l'estomac, imagine ce qui arrive dans les chapitres suivants. Like cette vidéo si tu veux savoir jusqu'où une personne peut aller pour disparaître de sa propre vie. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 2 va te faire remettre en question tout ce que tu crois savoir sur les gens que tu croises tous les jours. Chapitre 2, le frère qui n'a jamais été perdu. On dit que la famille, c'est le sang. On dit aussi que le sang, ça se lave. Mais parfois, il suffit d'un seul mensonge pour que tout le sang du monde ne suffise plus à laver l'histoire. Dans une petite ville du Nord, il y avait une maison. Pas grande. Pas petite non plus. Juste une maison comme les autres, avec un jardin mal entretenu et une véranda où on rangeait les vieux vélos. C'était la maison des Duval. Père, Michel, mécanicien. Mère, Françoise, institutrice. Fils aîné, Julien, 45 ans, marié, 2 enfants, cadre dans une banque à Paris. Fils cadet, Lucas. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Lucas avait disparu en 1998. Il avait 16 ans. Une fugue. On avait fouillé les environs. On avait interrogé les amis. On avait même fait un appel sur les journaux télévisés. Rien. Pas une trace. Pas un signe. Pas une lettre. Julien avait passé des nuits à pleurer. Françoise avait arrêté de dormir. Michel avait bu jusqu'à ce que son foie lui demande pardon. Et puis, un jour, tout était redevenu normal. Pas bien. Pas joyeux. Juste normal. Comme si le vide fait par Lucas était devenu une pièce de la maison.
Une pièce qu'on ne nettoie plus, qu'on ne chauffe plus, mais qu'on laisse exister. 25 ans plus tard, en 2023, Julien reçoit un appel. Numéro inconnu. Il décroche, agacé, il est en pleine réunion. Allô? Silence. Puis une voix. Une voix d'homme. Grave. Calme. Trop calme. Tu te souviens de moi? Julien sent son estomac se nouer. Il n'a pas entendu cette voix depuis 1998. Mais il la reconnaît immédiatement. Lucas. L'homme rit. Un rire sec, sans joie. Tu vois? Tu n'as même pas hésité. Julien sort de la salle de réunion. Il ferme la porte. Sa main tremble. Où es-tu? Pas loin. Pourquoi tu appelles maintenant? Parce que j'ai besoin d'un service. Julien sent la colère monter. 25 ans. 25 ans sans un mot, sans une carte postale, sans un signe de vie. Et maintenant, un service? Tu te fous de moi. Pas du tout. Tu vas m'aider. Ou je raconte tout. Julien sent le froid le traverser. Tout. Quoi? Tout? Raconter quoi? Nouveau silence. Plus long cette fois. Que c'est toi qui m'as tué. Julien rit nerveusement. Tu es fou. Tu es parti. Tu as fugué. Non. Je ne suis pas parti. On m'a fait partir. Julien sent ses jambes fléchir. Il s'assoit sur les marches de l'escalier. Qui? Toi. Julien ferme les yeux. Il revoit la nuit du 12 juin 1998. Lucas et lui étaient dans le garage. Lucas avait trouvé des photos. Des photos compromettantes. Julien avec la copine de Lucas. Des messages. Des mots doux. Des promesses. Lucas était en colère. Il voulait tout dire à leurs parents. Il voulait partir. Il voulait que tout le monde sache que son frère aîné avait trahi sa confiance. Julien avait paniqué. Il avait attrapé Lucas par le col. Il avait poussé. Juste un peu. Pour le calmer. Pour qu'il se taise. Lucas avait trébuché. Il était tombé. Sa tête avait heurté le coin du établi. Il n'avait pas bougé. Julien avait regardé son frère par terre. Il avait vu le sang. Il avait vu le vide dans les yeux de Lucas. Et il avait fait ce qu'il avait à faire. Il avait mis le corps dans le coffre de la voiture de leur père. Il était parti au milieu de la nuit. Il avait creusé. Il avait enterré. Et le lendemain, il avait dit aux parents que Lucas avait fugué. Il avait pleuré. Il avait supplié. Il avait cherché. Et personne n'avait douté. Parce que Julien était le grand frère. Le responsable. Le sage. Le sérieux. Et Lucas. Lucas était le rebelle. Le fugueur. Le problème. Julien rouvre les yeux. Il est toujours dans l'escalier. Le téléphone est collé à son oreille. Tu es mort. Non. J'ai juste changé d'avis. Julien sent la sueur couler dans son dos. Qu'est-ce que tu veux? L'argent. Tout. La maison. La vie que tu as volée. Et si je refuse? Alors je vais voir les parents. Et je leur raconte. Et je te regarde crever. Julien raccroche. Il reste là, immobile. Il sait que Lucas dit la vérité. Il sait que Lucas n'est pas mort. Il sait qu'il a enterré un mensonge. Pas un corps. Et maintenant, le mensonge est revenu. Et il a faim. Fin du chapitre 2. Le tic-tac s'arrête net. Silence absolu. Si tu commences à te demander ce que tu ferais à la place de Julien, c'est que le chapitre 3 va te plonger encore plus profond. Like si tu veux savoir comment on peut enterrer quelqu'un, et que ce quelqu'un revienne te hanter. Chapitre 3. La fille qui a volé sa propre mort. Il y a des gens qui disparaissent. Et il y a ceux qui font disparaître les autres, en se faisant passer pour eux. À Marseille, dans le quartier du Panier, tout le monde connaissait la famille Costa. 3 générations entassées dans une maison étroite aux volets bleus écaillés. Le grand-père, ancien docker, qui fumait encore des gauloises sans filtre à 87 ans. La mère, Carla, serveuse au bar du coin depuis 20 ans, toujours un sourire même quand elle pleurait. Et la fille, Sofia Costa. 24 ans. La fierté de la famille. La première à avoir eu le bac. La première à avoir quitté le quartier pour des études supérieures.
La première à avoir dit « Je veux plus jamais revenir ici ». Et puis, un soir de juillet 2024, Sophia est morte. Officiellement. On l'a retrouvée sur la corniche Kennedy, en contrebas des rochers. Corps brisé. Visage méconnaissable. Téléphone retrouvé à côté d'elle, écran fissuré. Dernier message envoyé à sa mère à 23h47. Pardon maman. Je t'aime. Carla s'est effondrée. Le grand-père a arrêté de parler. Le quartier a fait une collecte pour les funérailles. On a pleuré Sophia comme on pleure les enfants qui partent trop tôt. On a mis des photos d'elle partout, sur les murs, sur les tables du bar, sur les stories Instagram de ses anciennes camarades de lycée. Et puis, 6 mois plus tard, quelqu'un a vu Sophia. Pas un sosie. Pas une ressemblance. Sophia. C'était dans un restaurant chic du Vieux-Port. Une femme aux cheveux teints en blond cendré, coupe courte, lunettes de soleil même à l'intérieur. Elle dînait seule. Elle riait au téléphone. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Carla. Un serveur qui avait connu Sophia au lycée l'a reconnue immédiatement. Il a pris une photo discrète. Il l'a envoyée à un ami commun. L'info a tourné en 24 heures. Carla a vu la photo sur WhatsApp. Elle a fixé l'écran pendant 3 heures sans bouger. Puis elle a appelé le numéro de la police qui avait traité le dossier. Ma fille est vivante. La police a d'abord cru à un chagrin mal digéré. Mais quand ils ont montré la photo à Carla, elle a dit simplement « C'est elle. C'est Sophia. Je reconnais son grain de beauté sous l'œil gauche. Celui qu'elle mettait du correcteur pour cacher quand elle était ado. » L'enquête a repris. Discrètement. Très discrètement. Ils ont retrouvé la trace de la nouvelle Sophia. Un appartement loué sous le nom d'Élise Moreau, 29 ans, consultante indépendante en marketing digital. Un compte bancaire approvisionné régulièrement par des virements venant de comptes offshore. Un passeport italien tout neuf. Une vie impeccable. Aucune photo avant janvier 2025. Mais surtout, ils ont découvert le secret le plus sale. Sophia n'avait pas sauté de la corniche. Elle avait poussé quelqu'un. Une jeune fille de 19 ans, originaire de Toulon. Prénom, Maëlys. Même taille. Même corpulence. Même couleur de cheveux à l'époque. Maëlys avait posté sur son Instagram 3 jours avant sa mort. Je pars me changer les idées à Marseille. Besoin de respirer. Sophia l'avait contactée via une appli de rencontre. Elles avaient sympathisé. Sophia l'avait invitée à boire un verre sur la corniche. Elles avaient discuté. Rire. Confession. Puis, au moment où Maëlys s'approchait du bord pour prendre une photo du coucher de soleil, Sophia l'avait poussée. Un seul mouvement. Rapide. Silencieux. Ensuite, Sophia avait pris le téléphone de Maëlys. Elle avait envoyé le message de suicide à Carla depuis cet appareil. Elle avait laissé le sien à côté du corps, pour qu'on croie à un suicide. Puis elle était rentrée chez elle, avait pris un sac préparé depuis des semaines, avait coupé ses cheveux, changé de couleur, changé de nom. Et elle avait disparu. Pourquoi? Parce que Sophia avait découvert quelque chose que personne ne devait savoir. Son père, celui qu'elle appelait « papa », depuis toujours n'était pas son père biologique. Il y a 10 ans, Carla avait eu une liaison avec un homme d'affaires marseillais très riche. Un homme marié. Un homme dangereux. Quand Carla était tombée enceinte, l'homme avait payé pour que tout reste secret. Il avait versé une somme énorme sur un compte bloqué, avec une condition. L'enfant ne saura jamais. Et si un jour elle apprend, je la détruirai. Sophia avait découvert les relevés bancaires par hasard, à 19 ans. Elle avait fouillé. Elle avait trouvé des lettres. Des photos. Des preuves. Et elle avait compris que toute sa vie était bâtie sur un mensonge. Que sa mère avait vendu son silence. Que son père était un homme qu'elle haïssait déjà sans savoir pourquoi. Alors elle avait décidé de tout faire disparaître. Pas juste son passé. Tout. Elle avait choisi Maëlys parce qu'elle ressemblait suffisamment à elle. Parce qu'elle était seule. Parce qu'elle était fragile. Sophia avait tout planifié pendant 2 ans. Elle avait appris à falsifier des documents. Elle avait créé une nouvelle identité sur le dark web. Elle avait économisé chaque centime. Elle avait même pris des cours de théâtre pour changer sa démarche, sa voix, son rire. Et le soir du 14 juillet 2024,
elle est devenue Élise Moreau. Pendant ce temps, Carla enterrait une inconnue en pensant enterrer sa fille. Aujourd'hui, Sophia Élise vit dans le luxe qu'elle a toujours rêvé. Elle voyage. Elle dîne dans des restaurants où on ne pose jamais de questions. Elle regarde parfois les articles sur « Le suicide tragique de Sofia Costa ». Et elle sourit. Parce qu'elle a réussi. Elle a volé sa propre mort. Et elle a offert une vie à quelqu'un d'autre. Mais parfois, la nuit, quand elle est seule, elle regarde la photo de Maëlys sur son téléphone. Et elle murmure. Merci. Fin du chapitre 3. Musique qui descend lentement, comme une lame qui glisse sur de la soie. Si cette histoire t'a fait froid dans le dos, imagine ce que les chapitres suivants réservent. Like si tu commences à te demander si les gens que tu aimes sont vraiment ceux qu'ils prétendent être. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 4 va te montrer comment détruire une famille entière, sans même lever le petit doigt. Chapitre 4. Le silence qui a tué 3 générations. Il y a des secrets qui ne se murmurent pas. Ils se transmettent comme un poison lent, une goutte par génération, jusqu'à ce que la coupe soit pleine, et que tout le monde boive. Dans un village de l'Ardèche, coincé entre des falaises calcaires et une rivière qui ne parle jamais, vivait la famille Véron depuis 5 générations. Toujours la même ferme. Toujours les mêmes pierres sèches. Toujours le même nom sur la boîte aux lettres rouillées, Véron. Le grand-père, Auguste, 92 ans, ne quittait plus sa chaise près de la cheminée. Il fixait les flammes comme s'il attendait qu'elle lui dise enfin pardon. Son fils, Bernard, 68 ans, travaillait encore la terre 12 heures par jour, même si ses mains tremblaient trop pour tenir une fourche correctement. Et puis il y avait la petite fille, Élise. 27 ans. La dernière Véron. La seule qui avait osé partir étudier à Lyon, la seule qui revenait encore, tous les ans, pour la Toussaint. La seule qui posait encore des questions. Et c'est là que tout a basculé. Octobre 2025. Élise arrive un vendredi soir, comme d'habitude. Elle apporte des chocolats belges pour son grand-père, une bouteille de vin naturel pour son père, et une question qu'elle porte en elle depuis des mois. Elle attend le samedi midi, quand ils sont tous les 3 à table. La soupe fume. Le pain est coupé. Le silence est épais comme du miel noir. Élise pose sa cuillère. Papy, pourquoi est-ce que Mamie Rose est morte le jour de mes 3 ans? Le grand-père Auguste ne lève pas les yeux. Il fixe sa soupe comme si elle contenait la réponse. Bernard, le père, pose sa fourchette d'un coup sec. Le bruit résonne dans la pièce. Élise. Arrête. Non. J'arrête plus. J'ai trouvé des lettres. Dans le grenier. Des lettres que mamie a écrites avant de mourir. Elle parlait de la honte qui nous tue tous. Elle parlait de toi, papy. Et d'un bébé. Auguste ferme les yeux. Très lentement. Bernard devient blanc comme la craie. Élise continue, la voix qui tremble mais qui ne s'arrête pas. J'ai fait des recherches. J'ai contacté une association d'aide aux victimes. J'ai retrouvé le nom d'une femme qui travaillait comme nounou ici, en 1997. Elle s'appelait Nadine. Elle a disparu 2 jours après la naissance de mon petit frère, celui que personne n'a jamais vu sur les photos. Silence. Un silence qui pèse des tonnes. Puis Auguste parle, pour la première fois depuis des années d'une voix claire. Elle est pas morte, la petite. Elle est vivante. Bernard explose. Papa. Non, Bernard. Ça suffit. Elle a le droit de savoir. Élise sent son cœur cogner si fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Auguste regarde sa petite fille droit dans les yeux. Ta mère. Rose, elle a accouché d'un garçon. Un petit garçon. Le 14 novembre 1997. Mais Bernard, ton père, il voulait pas d'un 3e enfant. Il disait que la ferme pouvait pas nourrir une bouche de plus. Il a dit à Rose, si tu le gardes, je pars. Rose a pleuré pendant des semaines. Puis elle a décidé de le garder quand même. Le jour de l'accouchement, j'étais pas là. J'étais au marché. Quand je suis rentré, le bébé était plus là. Rose pleurait sur le lit, seule. Bernard était dans la grange. Il a dit qu'il avait réglé le problème. Il a jamais dit comment. Mais le lendemain, Nadine, la nounou, est partie en pleine nuit. Avec une grosse somme d'argent qu'elle avait pas avant. Et Rose. Rose est devenue une ombre. 3 mois plus tard, elle s'est pendue dans la grange.
avec la même corde que Bernard utilisait pour attacher les veaux. Élise sent le monde tourner. Bernard se lève. Il hurle. C'est faux. C'est pas vrai. J'ai jamais. Auguste le coupe, d'une voix calme, presque douce. Si. Tu l'as fait. Et moi, j'ai laissé faire. Parce que j'avais peur de perdre mon fils. Et toi, Élise, tu es née 9 mois après la mort de ta mère. Parce que ton père voulait remplacer ce qu'il avait pris. Il voulait un nouveau départ. Mais il n'y a pas de nouveau départ quand on enterre un bébé dans le champ derrière la maison. Élise se lève d'un bond. Elle court dehors. Elle vomit dans l'herbe. Puis elle revient, les yeux rouges, et elle demande, la voix cassée. Où est-il? Bernard baisse la tête. Auguste répond. Sous le vieux cerisier. Celui qui donne plus de fruits depuis 20 ans. On disait que c'était la maladie. C'était pas la maladie. C'était le poids. Élise sort une nouvelle fois. Cette fois, elle va jusqu'au cerisier. Elle s'agenouille. Elle touche la terre avec ses mains nues. Elle reste là 3 heures. Quand elle rentre, la nuit est tombée. Son père et son grand-père sont toujours assis à la même place. Elle ne les regarde pas. Elle prend son téléphone. Elle appelle la gendarmerie. Je veux signaler un homicide. Un infanticide. Commis en 1997. Par mon père, Bernard Véron. Avec la complicité de mon grand-père, Auguste Véron. Et je veux que vous veniez avec des pelles. Parce qu'il y a un corps sous le cerisier. Et c'est mon frère. Les gendarmes arrivent à 4 heures du matin. Ils creusent. Ils trouvent un petit squelette enveloppé dans un vieux drap de lit brodé aux initiales Hervé. Rose Véron. Bernard avoue tout en pleurant comme un enfant. Auguste ne dit plus rien. Il regarde seulement sa petite fille. Et pour la première fois depuis 30 ans, il pleure aussi. Élise ne reste pas pour la suite. Elle repart à Lyon le lendemain. Elle change de nom. Elle coupe tout contact. Elle ne revient jamais. Mais chaque année, le 14 novembre, elle va dans un petit cimetière anonyme à la périphérie de Lyon. Elle dépose une rose blanche. Pas pour son frère. Pour la petite fille qu'elle était avant de savoir. Parce que certaines vérités ne libèrent pas. Elle tue simplement la personne que tu étais. Fin du chapitre 4. Musique très basse, presque un souffle, puis un silence brutal. Si cette histoire t'a coupé le souffle, imagine ce que les 6 chapitres restants ont encore en réserve. Like cette vidéo si tu commences à te demander quel secret ta propre famille enterre encore. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 5 va te montrer comment un seul texto peut détruire une vie entière, et faire sourire celui qui l'envoie. Chapitre 5, le texto qui a tout détruit. Il suffit parfois d'un seul message. 14 caractères. 3 secondes pour l'écrire. Une vie entière pour en payer le prix. À Bordeaux, en septembre 2025, vivait Clara Moreau. 32 ans. Avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Ironie du sort, elle était mariée depuis 8 ans à Romain, architecte talentueux, père attentionné de leur fille de 6 ans, Léa. Leur vie semblait une publicité pour le bonheur bourgeois, loft rénové dans les Chartrons, vacances à Biarritz, dîner entre amis le samedi, brunch le dimanche. Clara était même devenue une mini-influenceuse sur Instagram, #monpreneur, #balance, #girlboss. Ses stories montraient toujours le même filtre, lumière douce, sourire parfait, légende positive. Mais derrière l'écran, Clara pleurait tous les soirs depuis 3 mois. Parce que Romain la trompait. Pas avec une inconnue de Tinder. Pas avec une collègue. Avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie depuis la maternelle, Marine. Marine, 33 ans, célibataire, influenceuse beauté à mi-temps, marraine de Léa, témoin de leur mariage. Marine qui venait dîner tous les vendredis. Marine qui gardait Léa quand Clara plaidait tard. Marine qui avait dit, les larmes aux yeux, le jour du mariage, « Je vous aime tellement tous les deux ». Clara avait découvert la vérité par hasard. Un soir, Romain avait laissé son téléphone sur la table basse pendant qu'il prenait sa douche. Une notification. WhatsApp. Marine. Tu me manques déjà. Cette nuit était magique. J'attends vendredi avec impatience. Trace de baiser. Clara avait fixé l'écran comme si elle pouvait le faire exploser par la force de sa volonté. Elle n'avait rien dit. Ni crié. Ni pleuré devant lui.
Elle avait reposé le téléphone exactement là où il était. Elle était montée se coucher. Elle avait fait semblant de dormir quand Romain l'avait embrassée sur le front. Et dans le noir, elle avait pris sa décision. Pas de confrontation. Pas de divorce bruyant. Pas de scandale. Clara était avocate. Elle savait que les preuves directes valent de l'or, mais que les preuves indirectes peuvent tuer plus lentement, plus sûrement. Elle a commencé par observer. Elle a noté les horaires. Les parfums. Les regards. Les textos que Romain effaçait trop vite. Elle a installé un logiciel de contrôle parental sur le téléphone de Romain, ironiquement, celui qu'il utilisait pour surveiller les écrans de Léa. Elle a tout vu. Les photos. Les audios. Les « je t'aime » que Romain n'avait plus jamais dit à Clara depuis 2 ans. Et puis, un soir de novembre, elle a compris que le moment était venu. Marine et Romain avaient prévu un week-end, entre amis, à Lacanau. Clara était censée rester à Bordeaux avec Léa pour un « dossier urgent ». Elle les a laissés partir. Le vendredi soir, 21h47. Clara prend le téléphone de Romain. Elle avait changé son code depuis des mois, il ne s'en était même pas rendu compte. Elle ouvre WhatsApp. Elle ouvre la conversation avec Marine. Elle écrit, en utilisant les mots exacts que Romain utilisait toujours. « Marine, j'ai quelque chose à te dire. Je vais tout avouer à Clara ce week-end. Je peux plus continuer comme ça. Je l'aime encore. Je veux sauver mon mariage. Pardon. » Elle envoie. Puis elle bloque Marine sur le téléphone de Romain. Elle efface le message de la conversation, mais pas de la mémoire du serveur, bien sûr. Elle repose le téléphone. Elle va coucher Léa en lui lisant 3 chapitres de « La petite sirène ». Elle embrasse sa fille sur le front. Elle éteint la lumière. Et elle attend. À Lacanau, Marine lit le message. Elle devient livide. Elle appelle Romain immédiatement. Il ne répond pas, il est sous la douche, justement. Marine panique. Elle lui envoie 27 messages en 10 minutes. Romain sort de la douche, voit les messages. Il ouvre la conversation. Il voit ce qu'il croit être son propre message. Il devient fou. Il appelle Clara. Clara décroche à la 2e sonnerie. Voix calme. Professionnelle. Oui chérie. Clara, qu'est-ce que c'est que ce message? J'ai jamais écrit ça. Quel message? Romain hurle. Clara reste silencieuse 3 secondes. Puis elle dit, très doucement. Ah, celui où tu dis que tu m'aimes encore? Que tu veux sauver ton mariage. Silence de mort à l'autre bout. Clara continue. C'est drôle, moi je l'ai lu aussi. Sur ton téléphone. Vendredi dernier. À 21h47. Juste avant que tu partes entre amis. Romain comprend. Il comprend tout. Il essaie de parler. Les mots se bloquent. Clara murmure. Tu sais ce qui est encore plus drôle? Marine est en train de devenir folle là-bas. Elle croit que c'est toi qui as écrit ça. Elle va sûrement te le faire payer très cher. Et moi je vais juste attendre que vous vous détruisiez tous les deux. Bonne soirée, Romain. Embrasse Marine pour moi. Elle raccroche. À Lacanau, Marine attend Romain dans la chambre d'hôtel. Quand il rentre, elle lui saute dessus. Pas de câlin. Des gifles. Des cris. Elle le traite de menteur, de lâche, de salaud. Romain essaie d'expliquer. Il dit que c'est Clara. Que c'est un coup monté. Marine ne le croit pas. Elle hurle. Tu m'as dit que tu allais la quitter. Tu m'as promis. Romain craque. Il avoue tout. Marine le frappe encore plus fort. Puis elle prend ses affaires et part en pleine nuit. Elle conduit jusqu'à Bordeaux. Elle arrive chez Clara à 3 heures du matin. Elle sonne comme une furie. Clara ouvre la porte en pyjama, cheveux attachés, sourire paisible. Marine, tu es venue plus tôt que prévu. Marine hurle. C'est toi. C'est toi qui as tout fait. Clara hausse les épaules. Peut-être. Peut-être pas. Mais dis-moi, est-ce que tu regrettes d'avoir couché avec mon mari? Ou est-ce que tu regrettes juste qu'il ait choisi de revenir vers moi, dans ton imagination? Marine s'effondre sur le perron. Elle pleure. Elle supplie. Clara la regarde sans ciller. Va-t'en, Marine. Et ne reviens jamais. Ni chez moi. Ni dans la vie de ma fille. Tu n'es plus la marraine de personne.
Marine part. Le lendemain, Romain rentre. Il trouve la maison vide. Clara et Léa sont partis. Une lettre sur la table. Demande le divorce. Je ne te contesterai rien. Mais tu ne verras Léa que quand je le déciderai. Et si tu essaies de te battre, je produirai tous les messages. Tous les audios. Toutes les photos. Tu perdras tout. Absolument tout. Romain s'assoit par terre. Il pleure. Il appelle Marine. Elle ne répond plus. Il appelle Clara. Messagerie. Il reste seul. Dans le silence qu'il a lui-même créé. Clara, elle, vit maintenant à Toulouse avec Léa. Elle a changé de prénom sur les réseaux. Elle poste toujours des photos. Mais maintenant, le sourire est vrai. Et dans ses stories, il y a parfois un détail qu'elle seule comprend. Une tasse avec écrit « Revenge is a dish best served cold ». Et en légende. Parfois, il suffit d'un texto. Fin du chapitre 5. Si cette histoire t'a donné des frissons, imagine ce que les 5 chapitres restants ont encore comme munitions. Like cette vidéo si tu commences à vérifier 2 fois tes textos envoyés. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 6 va te montrer comment un simple objet oublié peut faire tomber un empire, et sourire celui qui l'a laissé tomber. Chapitre 6. L'objet qui n'aurait jamais dû être oublié. Il y a des objets qui pèsent des grammes, et qui finissent par écraser des empires. À Paris, dans le 16e arrondissement, au dernier étage d'un immeuble haussmannien rénové à coups de millions, vivait Victor de la Rochefoucauld. 46 ans. Héritier d'une vieille famille d'industriels. PDG du groupe La Rochefoucauld et Fil, leader européen des matériaux de luxe, marbre, bois précieux, métaux rares pour la joaillerie et l'horlogerie. Fortune estimée à 380 millions d'euros. Marié depuis 18 ans à Elisabeth, ancienne mannequin devenue philanthrope de profession. Père de 3 enfants, 2 garçons en école privée suisse, une fille qui étudiait l'art à New York. Vie parfaite. Image parfaite. Réputation blindée. Sauf qu'un soir de décembre 2025, tout a commencé à s'effriter à cause d'un objet de 12 grammes. Un stylo-plume Montblanc Meisterstück en or rose. Édition limitée. Gravé au dos, VLR 2009. Le cadeau que Victor avait offert à son assistante personnelle, Aurore, pour ses 5 ans de collaboration. Aurore avait 29 ans. Discrète. Efficace. Toujours un sourire professionnel, jamais un mot de trop. Elle gérait l'agenda de Victor, ses voyages, ses rendez-vous. Et depuis 3 ans, elle gérait aussi son lit quand Elisabeth était en cure thermale ou en voyage humanitaire. Victor était prudent. Très prudent. Hôtel discret. Entrée séparée. Téléphone jetable. Aucune trace numérique. Il se croyait intouchable. Mais ce soir-là, le 12 décembre 2025, il avait commis l'erreur fatale. Il avait emmené Aurore dans la résidence secondaire de la famille, à Deauville. Une maison que même Elisabeth n'aimait plus fréquenter depuis la mort de la grand-mère. Victor voulait marquer le coup. Il venait de décrocher un contrat de 120 millions avec un fonds qatari pour fournir du marbre à un nouveau palace à Doha. Ils avaient fait l'amour dans le grand lit à baldaquin du 1er étage. Après, Victor était descendu chercher une bouteille de champagne dans la cave. Aurore s'était endormie. Quand Victor était remonté, il avait posé le stylo sur la table de nuit pour enlever sa montre. Il avait oublié de le reprendre. Le lendemain matin, il avait dû partir en urgence pour Genève, un conseil d'administration exceptionnel. Aurore était restée seule dans la maison jusqu'au dimanche soir. En rangeant, elle avait vu le stylo. Elle l'avait pris dans sa main. Elle l'avait regardé longuement. Elle avait souri. Elle ne l'a pas rendu. Elle l'a glissé dans son sac. Victor ne s'en est même pas rendu compte avant 3 semaines. Pendant ce temps, Aurore avait commencé à changer. Elle avait demandé une augmentation. Victor avait refusé, en riant. « Tu es déjà très bien payée, ma belle. » Elle avait souri. Elle avait dit « Tu as raison. » Puis elle avait envoyé un mail anonyme à Elisabeth. Pas de texte. Juste une photo. Le stylo posé sur la table de nuit, avec en arrière-plan le papier peint fleuri de la chambre principale de Deauville, un papier peint unique au monde, commandé spécialement par la grand-mère de Victor en 1987 auprès d'un artisan vénitien. Impossible de confondre. Elisabeth avait reconnu la chambre immédiatement. Elle n'avait rien dit à Victor. Elle avait attendu Noël. Le 24 décembre 2025, dîner familial dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch.
Parents, beaux-parents, enfants, amis de toujours. Au moment du dessert, Elisabeth avait levé son verre. J'ai une petite surprise pour mon mari. Elle avait sorti un paquet emballé de papier doré. Victor avait souri, habitué aux cadeaux extravagants. Il avait ouvert. À l'intérieur, le stylo Ment Blank. Avec une petite carte écrite à la main par Elisabeth. Joyeux Noël, mon amour. J'ai retrouvé ton stylo préféré. Il était oublié dans la chambre de Deauville. Celle où tu n'emmènes jamais personne, sauf elle. Silence total autour de la table. Victor avait blêmi. Elisabeth avait continué, voix douce, presque chantante. Aurore me l'a rendu personnellement hier. Elle m'a tout raconté. 3 ans. Les hôtels. Les week-ends. Les promesses que tu lui faisais. Elle m'a même montré les messages. Tu sais, ceux où tu lui disais que tu allais quitter ta femme trophée dès que les enfants seraient grands? Victor avait essayé de parler. Elisabeth avait levé la main. Chut. Laisse-moi finir. Aurore ne voulait pas d'argent. Elle voulait juste que je sache. Et moi j'ai décidé de ne pas divorcer. Pas encore. Parce qu'un divorce, ça fait du bruit. Et les actionnaires n'aiment pas le bruit. Donc tu vas rester mon mari. Tu vas continuer à sourire au gala. Tu vas continuer à poser pour Paris Match. Et tu vas me transférer 40% des parts que tu détiens dans le groupe. Sinon, je rends publique la collection complète. Photos, vidéos, relevés d'hôtel, messages, tout. Et crois-moi, j'ai déjà tout. Aurore est très organisée. Victor avait regardé autour de lui. Sa mère pleurait doucement. Son père fixait la nappe. Ses enfants le regardaient comme s'il était un étranger. Elisabeth avait terminé son champagne. Joyeux Noël, Victor. Et merci à Aurore. Elle vient de me rendre ma liberté, sans que j'aie à salir mon nom. Elle s'était levée. Elle avait embrassé ses enfants. Elle était sortie. Le lendemain, Victor avait signé les papiers. Il avait perdu 152 millions d'euros en une nuit. Il avait gardé son titre de PDG, mais plus jamais il n'avait eu le contrôle. Aurore? Elle avait démissionné le 2 janvier 2026. Elle avait déménagé à Lisbonne. Elle avait ouvert une petite galerie d'art. Elle ne parlait jamais de Victor. Mais dans son bureau, sur une étagère, il y avait une photo encadrée. Pas d'elle et Victor. Juste le stylo. Avec un post-it collé dessous. 12 grammes qui valent 152 millions. Fin du chapitre 6. Si cette histoire t'a rappelé qu'un objet minuscule peut détruire un géant, imagine ce que les 4 chapitres restants ont encore comme arme cachée. Like cette vidéo si tu vas désormais vérifier 2 fois ce que tu laisses derrière toi. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 7 va te montrer comment une simple conversation enregistrée peut transformer une victime en bourreau, et faire regretter à quelqu'un d'être né. Chapitre 7. La voix qui n'a jamais menti. Il y a des silences qui hurlent. Et il y a des voix qui, une fois entendues, vous font souhaiter n'avoir jamais eu d'oreille. À Lille, dans un immeuble anonyme de la rue de la Clé, vivait depuis 7 ans un homme nommé Karim Belkacem. 38 ans. Chauffeur VTC la nuit, livreur Uber Eats le jour. Jamais d'ennui. Jamais de dette. Jamais de vagues. Il habitait seul, parlait peu, payait son loyer en espèces tous les 3 du mois. Les voisins le décrivaient comme poli, discret, invisible. Jusqu'au 8 janvier 2026. Ce soir-là, Karim rentre chez lui à 4h12 du matin. Il ouvre sa boîte aux lettres. À l'intérieur, une petite enveloppe Kraft, sans adresse, sans timbre. Juste son nom écrit au feutre noir, Karim. Il monte les 5 étages à pied, l'ascenseur est toujours en panne. Il pose ses clés sur la table. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une clé USB noire, toute simple. Et un post-it collé dessus, 3 mots. Écoute jusqu'au bout. Karim fronce les sourcils. Il n'aime pas les surprises. Il n'aime pas les inconnus. Mais la curiosité est plus forte. Il branche la clé sur son vieil ordinateur portable. Un seul fichier audio. Durée, 47 minutes 22 secondes. Titre, pour toi, papa. Karim sent son sang se glacer. Il n'a pas d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Il clique quand même. La voix qui sort des enceintes est celle d'une jeune femme. Douce.
Posée. Un peu essoufflée, comme si elle parlait en marchant dans la rue la nuit. Salut papa. Enfin, je suppose que tu es mon père. C'est bizarre de t'appeler comme ça, hein? Moi c'est Inès. Inès Belkacem. J'ai 19 ans. Et je viens de découvrir ton existence il y a 3 semaines. Karim pose la main sur sa bouche. Il ne respire plus. La voix continue. Maman s'appelle Nadia. Tu te souviens d'elle? Nadia Hadji. 1999. Vous aviez 19 ans tous les deux. Vous étiez ensemble depuis 6 mois. Elle était enceinte de 3 mois quand tu es parti. Tu es parti sans laisser d'adresse. Sans laisser de numéro. Sans laisser un mot. Juste, parti. Karim ferme les yeux très fort. Les souvenirs remontent comme de l'acide. Il se souvient. Il se souvient de tout. Nadia. La fille aux cheveux bouclés et au rire trop fort. La première fois qu'il l'avait embrassée derrière le lycée Jean Massé. La première fois qu'ils avaient fait l'amour dans la vieille 205 de son frère. Et puis, la dispute. Elle lui avait annoncé la grossesse. Il avait paniqué. Il avait 19 ans. Il avait peur. Il avait dit, je peux pas. Je suis pas prêt. Et le lendemain, il avait pris le train pour Paris. Il n'était jamais revenu. La voix d'Inès reprend. Maman m'a élevé seule. Elle a bossé comme caissière, comme femme de ménage, comme tout ce qu'il fallait. Elle m'a jamais parlé de toi. Jamais un mot. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Cancer du pancréas. Stade 4. 3 mois à vivre. C'est là qu'elle m'a tout raconté. Elle m'a donné une photo de toi à 19 ans. Et elle m'a dit, si un jour tu veux savoir qui est ton père, cherche Karim Belkacem. Mais ne lui fais pas confiance. Il sait fuir. Karim sent les larmes couler sans qu'il puisse les arrêter. Inès continue, la voix plus basse. J'ai cherché. J'ai trouvé ton adresse sur un vieux fichier de la CAF que maman avait gardé. J'ai trouvé ton numéro. J'ai trouvé tes plaques VTC. J'ai même trouvé ta photo sur l'appli. Tu as vieilli, mais tes yeux sont les mêmes. Ceux que j'ai dans le miroir tous les matins. Silence de quelques secondes. On entend juste sa respiration. Je voulais te rencontrer. Vraiment. Je voulais te regarder dans les yeux et te demander pourquoi. Mais maman m'a fait promettre une chose avant de mourir. Elle m'a dit, s'il te plaît, ma fille, ne lui donne pas la satisfaction de te voir souffrir. Alors je ne viendrai pas. Je ne t'appellerai pas. Je ne te demanderai rien. La voix tremble un peu. Mais je voulais que tu saches. Que tu saches que j'existe. Que j'ai grandi sans toi. Que j'ai eu des diplômes sans toi. Que j'ai pleuré quand maman est morte sans toi. Que j'ai survécu. Et que je vais continuer. Sans toi. Nouveau silence. Puis, très doucement. Au fait, je t'ai enregistré. Pendant toutes ces semaines où je te suivais. Dans ta voiture. Au kebab du coin. Quand tu parlais tout seul après une course difficile. Quand tu pleurais dans ton lit à 5 heures du matin en pensant que personne ne t'entendait. J'ai tout. 47 minutes de toi. De l'homme qui a fui. Et qui continue de fuir. Karim ouvre les yeux. Il regarde la clé USB comme si elle allait le mordre. Inès termine. Je ne vais pas diffuser ça. Je ne vais pas te faire chanter. Je ne vais pas te détruire. Je vais juste garder cet enregistrement. Pour moi. Pour me rappeler que je ne suis pas tombé sur un père. Je suis tombé sur un fantôme. Et les fantômes, ça ne mérite pas qu'on leur parle. Un dernier souffle. Adieu, Karim. Ou plutôt, au revoir jamais. Fin de l'enregistrement. Karim reste immobile pendant 1h17. Puis il se lève. Il va dans la salle de bain. Il se regarde dans le miroir. Il voit les mêmes yeux qu'Inès a décrits. Et pour la première fois depuis 19 ans, il ne se reconnaît plus. Il prend son téléphone. Il cherche Inès Belkacem sur Instagram. Il trouve son compte. Privé. Photo de profil, une jeune femme aux cheveux bouclés, sourire immense, regard perçant. Il clique sur « Demander à suivre ». La demande reste en attente. Il sait qu'elle ne l'acceptera jamais. Il sait qu'elle a déjà bloqué son numéro. Il sait qu'elle a déjà déménagé. Il a vérifié l'adresse de la clé USB, envoyée depuis une boîte postale à Roubaix.
Il sait que c'est fini. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas le droit de pleurer sa fille. Parce qu'il ne l'a jamais connue. Il ne l'a jamais méritée. Fin du chapitre 7. Si cette voix t'a transpercé comme une lame froide, imagine ce que les 3 chapitres restants ont encore comme munitions invisibles. Like cette vidéo si tu te demandes maintenant quel fantôme tu as laissé derrière toi. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 8 va te montrer comment un seul sourire peut cacher 20 ans de haine, et faire tomber un homme qui croyait tout contrôler. Chapitre 8, le sourire qui a attendu 20 ans. Il y a des sourires qui naissent le jour de votre naissance, et qui ne s'effacent que le jour de votre mort. Certains attendent juste le bon moment pour montrer les dents. À Lyon, dans les hauteurs de Fourvière, vivait depuis toujours la famille Garnier. Une dynastie de notaires. 5 générations. Même étude, même immeuble du 19e siècle, même plaque en laiton terni. Étude Garnier, notaire depuis 1872. Le patriarche, maître Édouard Garnier, 78 ans, avait transmis le flambeau à son fils unique, Antoine. 45 ans. Rigueur. Autorité. Froid comme le marbre des tombes qu'il authentifiait tous les jours. Marié à une femme discrète, Sophie, qui tenait la maison comme on tient un registre, impeccable, sans rature. 2 enfants, un garçon de 17 ans déjà inscrit en prépa HEC, une fille de 14 ans qui jouait du piano comme si sa vie en dépendait. Tout le monde admirait Antoine. Les clients le craignaient. Les confrères le respectaient. Et personne, absolument personne, ne savait que derrière ce sourire poli de notaire se cachait un homme qui avait commis le péché impardonnable 20 ans plus tôt. En 2006, Antoine avait 25 ans. Il venait de terminer son stage chez un notaire réputé de Villeurbanne. Il était fiancé à Sophie depuis 6 mois. Il avait tout pour lui, l'avenir, l'étude familiale, la respectabilité. Et puis, il y avait eu cette soirée. Une soirée d'anniversaire pour un collègue stagiaire. Beaucoup d'alcool. Beaucoup de rire. Et une jeune femme, Léa. 22 ans. Serveuse au bar où ils avaient fini la nuit. Cheveux roux. Yeux verts. Sourire franc. Rien à voir avec Sophie et son éducation parfaite. Antoine avait flirté. Léa avait répondu. Ils avaient terminé chez elle, dans un petit appartement du 7e arrondissement. Le lendemain matin, Antoine s'était réveillé avec la gueule de bois et la panique au ventre. Il avait filé sans laisser de numéro. Il avait effacé les souvenirs. Il avait épousé Sophie 6 mois plus tard. Léa, elle, avait découvert sa grossesse 2 mois après. Elle avait essayé de le retrouver. Elle avait appelé l'étude. On lui avait répondu que Maître Garnier n'était pas disponible. Elle avait écrit des lettres. Aucune réponse. Elle avait fini par abandonner. Elle avait gardé l'enfant. Une petite fille. Elle l'avait appelée Camille. 20 ans plus tard, en janvier 2026, Camille avait 19 ans. Elle travaillait comme stagiaire administrative, dans l'étude Garnier. Antoine l'avait recrutée sans savoir. Le CV était impeccable. La lettre de motivation parfaite. Le sourire lors de l'entretien, chaleureux, professionnel, inoffensif. Il l'avait trouvée, très bien. Il l'avait prise. Pendant 4 mois, Camille avait été irréprochable. Elle classait les dossiers. Elle préparait les actes. Elle souriait toujours. Et un matin de mai 2026, elle a demandé un entretien privé avec Maître Garnier. Antoine a accepté, pensant à une demande d'augmentation ou de prolongation de stage. Elle est entrée dans le bureau. Elle a fermé la porte. Elle s'est assise en face de lui. Et elle a souri. Le même sourire que 20 ans plus tôt, dans ce bar, quand elle avait dit « Tu bois quelque chose ?» Antoine a senti un froid lui remonter le dos. Camille a posé une enveloppe Kraft sur le bureau. « Ouvre-la, maître. » Il l'a ouverte. À l'intérieur, une photo de lui à 25 ans, prise par Léa avec son vieux Nokia. Une mèche de cheveux roux scotchée au dos. Un test de paternité de 2006, résultat clair, 99,999% de probabilité. Et une lettre manuscrite de Léa, écrite 2 mois avant sa mort, cancer, 2024. Antoine. Si tu lis ça, c'est que Camille t'a trouvé. Je ne t'ai jamais haï. J'ai juste eu pitié de toi. Tu as fui une fois. Tu ne fuiras pas 2 fois. Prends soin d'elle. Ou elle s'occupera de toi. Antoine a levé les yeux.
Camille souriait toujours. Tu sais ce qui est drôle? Pendant 4 mois, j'ai eu accès à tous tes dossiers. Tous tes clients. Toutes tes magouilles. Les donations fictives. Les dessous de table. Les comptes offshore que tu caches à ton épouse. J'ai tout copié. Tout. Antoine a murmuré. Qu'est-ce que tu veux? Camille s'est penchée en avant. Rien. Je veux juste que tu saches que je suis ta fille. Et que je vais continuer à travailler ici. Tous les jours. Avec le même sourire. Et que chaque fois que tu me verras sourire, tu te souviendras que tu as abandonné ma mère. Que tu m'as abandonné moi. Et que maintenant, c'est moi qui décide si ton petit empire tombe, ou pas. Elle s'est levée. Elle a repris l'enveloppe. Garde la photo. Cadeau de bienvenue. À demain, papa. Elle est sortie. Antoine est resté seul dans son bureau. Il a regardé la photo. Il a regardé la porte. Et pour la première fois de sa vie, il a compris ce qu'était la vraie peur. Pas la peur des tribunaux. Pas la peur du scandale. La peur d'un sourire. Un sourire qui attend depuis 20 ans. Et qui n'a pas fini d'attendre. Fin du chapitre 8. Si ce sourire t'a glacé le sang, imagine ce que les 2 derniers chapitres ont encore comme lame cachée dans le dos. Like cette vidéo si tu regarderas désormais chaque sourire avec un peu plus de méfiance. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 9 va te montrer comment une personne peut détruire une vie entière, en restant parfaitement immobile. Chapitre 9, celle qui n'a jamais bougé. Il y a des gens qui détruisent en courant. D'autres en criant. D'autres encore en frappant. Et puis il y a ceux qui restent parfaitement immobiles. Et qui regardent tout s'effondrer autour d'eux comme si c'était un spectacle qu'ils ont payé cher pour voir. À Nantes, dans une rue calme bordée de platanes centenaires, vivait depuis 15 ans une femme que tout le monde appelait simplement Madame Claire. Personne ne connaissait son nom de famille. Personne ne savait son âge exact, on estimait entre 55 et 65 ans. Elle occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble bourgeois du 19e, fenêtre toujours voilée par des rideaux en velours prune, jamais ouverts en grand. Elle sortait tous les matins à 8h17 précise pour acheter son journal et une baguette chez le boulanger du coin. Elle rentrait. Elle disparaissait derrière sa porte jusqu'au lendemain. Les voisins la décrivaient comme charmante, discrète, un peu mystérieuse mais très polie. Elle disait bonjour d'un léger hochement de tête. Elle donnait parfois des bonbons aux enfants du quartier. Elle n'avait jamais haussé la voix. Jamais un scandale. Jamais un invité. Jusqu'au jour où le quartier a compris que Madame Claire n'était pas une retraitée ordinaire. Elle était une arme. Une arme qui n'avait besoin ni de couteau, ni de pistolet, ni même de mots. Juste de temps. Et d'une patience infinie. Tout a commencé en 2011. Cette année-là, un promoteur immobilier nommé Laurent Moreau avait racheté l'immeuble entier. Projet: transformer les appartements en loft de luxe, vendre à des cadres parisiens, multiplier la valeur par 5 en 3 ans. Les locataires avaient reçu des lettres d'expulsion progressive. Augmentation de loyer démesurée. Travaux interminables. Coupe d'eau, accidentelle. La plupart avaient fini par partir. Tous, sauf Madame Claire. Elle avait refusé de signer le congé. Elle avait répondu poliment au courrier de l'avocat. Je suis très attaché à mon logement. Merci de votre compréhension. Laurent Moreau avait ri. Il avait dit à ses collaborateurs. Une vieille dame toute seule? On va la faire craquer en 6 mois. Il avait tort. Il a fallu 15 ans. Pendant 15 ans, Madame Claire n'a pas bougé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas manifesté. Elle n'a pas appelé les médias. Elle est restée là. Immobile. Comme une ancre plantée au fond de la mer pendant une tempête. Mais pendant ces 15 ans, elle a fait quelque chose de bien plus dangereux que hurler. Elle a regardé. Elle a écouté. Elle a noté. Chaque appel d'offres truqué. Chaque dessous de table versé en liquide dans des enveloppes Kraft. Chaque rendez-vous avec des élus municipaux dans des restaurants discrets. Chaque menace voilée aux autres locataires. Chaque fausse expertise pour justifier les travaux. Chaque pot de vin. Chaque magouille. Elle avait un petit carnet noir. Page noircie à l'encre bleue. Date. Heure. Montant. Nom. Des photos prises discrètement depuis sa fenêtre avec un vieux bridge numérique. Des enregistrements audio faits avec un dictaphone caché dans son sac quand elle
passait par hasard, près des réunions sur le palier. Elle n'a jamais rien utilisé. Pendant 15 ans, Laurent Moreau a continué à construire son petit empire. Il s'est marié. Il a eu 2 enfants. Il a acheté une villa à Pornic. Il est devenu adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Il se croyait invincible. Jusqu'au 9 janvier 2026. Ce jour-là, Laurent Moreau organise une grande réception dans sa villa pour fêter ses 50 ans et sa probable nomination comme maire dans 6 mois. Plus de 200 invités. Champagne. Traiteur étoilé. Discours. Rire. À 22h14, quelqu'un sonne à la grille. Un coursier. Casque intégral. Imperméable noir. Il tend une enveloppe Kraft épaisse. Pour monsieur Laurent Moreau. Urgent. Laurent ouvre, sourire aux lèvres, pensant à un cadeau surprise d'un partenaire. À l'intérieur, une clé USB. Et une seule phrase écrite à la main sur un carton blanc. 15 ans. C'est long pour attendre un merci. Bonne fête. Madame Claire. Laurent devient livide. Il branche la clé sur son ordinateur portable dans son bureau, loin des invités. Le dossier s'ouvre. Il y a 47 sous-dossiers. Chacun nommé par année, 2011, 2012, jusqu'à 2025. À l'intérieur, des milliers de preuves. Photos. Audio. Relevé bancaire piraté. Elle avait payé un hacker anonyme 8 000 € en 2018, une fois. Copie de mai. Capture d'écran de conversation WhatsApp avec des élus. Des listes de pots de vin. Des noms. Des dates. Des montants. Et une vidéo finale. Madame Claire, assise dans son salon, face caméra. Rideau fermé. Lumière tamisée. Elle parle calmement, comme elle disait bonjour au boulanger. Bonsoir Laurent. Je sais que tu me regardes ce soir, pendant ta belle fête. Je sais que tu pensais que j'étais juste une vieille folle qui refusait de partir. Tu avais raison sur un point. Je suis resté. Mais pas par entêtement. Par calcul. Pendant 15 ans, j'ai attendu que tu construises suffisamment haut pour que la chute fasse très mal. Maintenant, tout est prêt. Si dans les 72 heures tu n'as pas abandonné ton mandat d'adjoint, vendu l'immeuble à un prix symbolique à l'association des anciens locataires, et quitté Nantes pour toujours. Tout partira. Journaux. Police. Justice. Tes enfants verront ton nom sali jusqu'à leur mort. Ta femme découvrira que les vacances au ski étaient payées avec de l'argent sale. Tes amis sauront que tu les as trahis. Et moi je resterai ici. Dans mon appartement. Avec mes rideaux fermés. Et je sourirai. La vidéo s'arrête. Laurent Moreau vomit dans la corbeille de son bureau. Il appelle son avocat. Son avocat lui dit, c'est fini. Elle a tout. Absolument tout. Il démissionne le lendemain matin. Il vend la villa. Il vend ses parts. Il part s'installer en Espagne, loin, très loin. Quant à Madame Claire, elle est toujours là. Chaque matin à 8h17, elle sort acheter son journal et sa baguette. Elle dit bonjour au boulanger. Elle rentre. Et derrière ses rideaux prunes, on dit qu'elle sourit parfois. Un sourire minuscule. Un sourire qui a attendu 15 ans. Un sourire qui n'a jamais eu besoin de bouger pour gagner. Fin du chapitre 9. Si l'idée d'une personne immobile qui te détruit te fait froid dans le dos, alors prépare-toi. Il ne reste qu'un chapitre. Like cette vidéo si tu ne regarderas plus jamais une vieille dame discrète de la même façon. Abonne-toi et active la cloche, parce que le chapitre 10, le dernier, va être le plus cruel, le plus lent, le plus définitif. Chapitre 10, le dernier regard. Il existe une forme de vengeance qui ne demande ni cri, ni sang, ni cri de douleur. Elle demande seulement un regard. Un regard qui dure une seconde de trop. Un regard qui dit « je sais » et qui laisse l'autre vivre avec cette connaissance jusqu'à son dernier souffle. À Marseille, dans le quartier de la Joliette, vivait depuis 32 ans un homme nommé Vincent Rinaldi. 62 ans aujourd'hui. Ancien patron d'une petite entreprise de transport maritime. Divorcé depuis 15 ans. Père d'une fille unique, disparu de sa vie depuis plus longtemps encore. Il passait ses journées au bar du coin, le vieux phare, à boire du pastis en regardant les cargos partir vers l'horizon. Les habitués le surnommaient « le vieux », sans méchanceté. Il payait sa tournée de temps en temps. Il racontait des histoires de tempêtes qu'il n'avait jamais vécues.
Il souriait rarement. Mais quand il souriait, ses yeux restaient morts. Personne ne savait pourquoi. Personne ne savait qu'il y avait 32 ans, presque jour pour jour, Vincent avait fait quelque chose qui ne se pardonne pas. Il avait 30 ans. Il était marié à une femme nommée Anna. Anna était belle, vive, pleine de rêves. Ils avaient une petite fille de 4 ans, Emma. La vie était simple, bruyante, heureuse. Jusqu'au 14 janvier 1994. Ce soir-là, Vincent avait bu. Trop. Il avait frappé Anna. Pour la première fois. Pas fort. Juste assez pour qu'elle tombe. Juste assez pour qu'elle se cogne la tempe contre le coin de la table basse. Elle n'avait pas crié. Elle avait juste regardé Vincent. Un regard long. Très long. Puis elle avait murmuré. Tu viens de tuer quelque chose en moi. Et un jour, tu paieras pour ça. Elle avait pris Emma dans ses bras. Elle était partie. Elle n'avait jamais porté plainte. Elle n'avait jamais demandé de pension. Elle avait juste disparu. Vincent avait continué sa vie. Il avait divorcé par défaut. Il avait vendu la maison. Il avait changé de quartier. Il avait cru que le temps effacerait tout. Il s'était trompé. 32 ans plus tard, le 14 janvier 2026. Vincent est au Vieux Phare, comme tous les soirs. Il est 19h42. Il commande son 3e pastis. La porte s'ouvre. Une femme entre. Cheveux gris coupés courts. Manteau noir. Écharpe rouge. Elle s'assoit au comptoir, à 3 tabourets de lui. Le patron lui demande ce qu'elle veut. Elle répond d'une voix calme. Un verre d'eau. Et un regard. Vincent tourne la tête. Il la voit. Il la reconnaît immédiatement. Anna. Elle n'a pas changé tant que ça. Les rides en plus. Le regard plus dur. Mais c'est elle. Elle ne sourit pas. Elle le fixe. Juste ça. Un regard fixe. Sans haine. Sans colère. Sans rien. Juste, présent. Vincent sent son verre trembler dans sa main. Il murmure. Anna. Elle ne répond pas. Elle continue de le regarder. Les minutes passent. Le bar se remplit. Les conversations montent. Les rires fusent. Mais entre eux, il n'y a que ce regard. Vincent essaie de parler. J'ai cherché. Anna lève légèrement la main. Un geste minuscule. Il se tait. Elle pose une enveloppe sur le comptoir. Elle la pousse vers lui. Puis elle se lève. Elle pose un billet de 5 € pour l'eau. Elle sort. Sans un mot. Vincent ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une photo. Emma. Adulte. 30 ans maintenant. Mariée. Mère d'une petite fille de 3 ans. Elle rit sur la photo, un bras autour d'une autre femme. Derrière elle, un panneau, Bienvenue à Sydney. Au dos de la photo, une phrase écrite à la main, de l'écriture d'Anna. Elle n'a jamais su ton nom. Elle n'a jamais voulu le savoir. Elle m'a demandé une fois, à 12 ans, Maman, pourquoi papa n'est pas là? Je lui ai répondu, parce qu'il a choisi de ne pas être là. Elle n'a plus jamais reposé la question. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est libre. Elle est entière. Sans toi. Et moi, je suis venu te montrer ce que tu as raté. Pas pour te faire mal. Juste pour que tu saches. Que pendant que tu buvais tes pastis, nous, on vivait. Vincent regarde la photo. Il regarde la porte par laquelle Anna est sortie. Il regarde son verre. Et pour la première fois depuis 32 ans, il pleure. Pas des larmes de regret. Pas des larmes de remords. Des larmes de vide. Parce qu'il comprend enfin. Anna n'est pas venue pour se venger. Elle n'est pas venue pour détruire. Elle est venue terminer quelque chose. Elle est venue lui offrir le dernier regard. Celui qu'il n'aura jamais de sa fille. Celui qu'il n'aura jamais de sa petite fille. Celui qu'il n'aura jamais de personne. Elle est venue lui montrer que la vie avait continué. Sans lui. Parfaitement sans lui. Et que c'était ça, la vraie punition. Ne pas être oublié. Ne pas être haï. Juste, ne pas compter. Vincent reste là jusqu'à la fermeture. Il ne boit plus rien. Il rentre chez lui. Il pose la photo sur sa table de nuit. Chaque soir, avant de dormir, il la regarde. Et chaque soir, il murmure. Merci.
Parce que parfois, la vengeance la plus cruelle, c'est de laisser l'autre vivre avec la vérité qu'il a lui-même créée. Fin du chapitre 10. Fin de la série. Musique douce, presque apaisante, puis un long silence, suivi d'un dernier battement de cœur qui s'éteint. Voilà. 10 lames. 10 vérités. 10 façons dont les êtres humains savent se détruire, sans même lever le petit doigt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as le cœur assez solide pour regarder le fond du gouffre. Like cette vidéo si tu as ressenti chaque coup. Abonne-toi et active la cloche si tu veux que Versus Whisperer continue à fouiller là où personne n'ose regarder. La prochaine série arrive bientôt. Et elle sera encore plus noire. Merci d'avoir osé rester jusqu'au bout. Versus Whisperer. On ne raconte pas des histoires. On révèle ce que vous refusez de voir. Bonne nuit. Et surveillez vos regards.